Merci, merci. Bonjour à tous. Nicolas, je remercie toute l'équipe de Black App de m'avoir invité ici. C'est vraiment super sympa et comme vous avez pu le voir, c'était super bien organisé. Donc bravo à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'automatisation et d'orchestration de scans de sécurité. Je me présente très rapidement parce que c'est pas l'objectif de la conf. Je suis auditeur, je fais beaucoup de pentests depuis près de 10 ans et je suis indépendant depuis 4 ans. J'ai intégré une boîte qui fait, c'est bon? Ah. Une institution financière en France. Et je suis embarqué dans la Red Team, c'est une Red Team interne de 5 personnes qui est vraiment full-time chez eux. Je vous parle de SecOps, d'opérations de sécurité. Pour vous, comment vous le comprenez? Alors il y a énormément de définitions possibles et imaginables. Je vous pose la question, qu'est-ce que c'est pour vous des SecOps? Allez-y, c'est à vous. Ouais, ça peut être ça. Rappelez-vous, je suis un peu aussi Red Team. Il y a l'équipe Blue Team qui est là pour la gestion la détection et les réactions aux incidents de sécurité. Moi, je suis là plutôt dans l'anticipation. Mon job, ça tourne autour de ces différentes activités. Celles qu'on voit pas encore. Hop. Il y a un mec qui m'a piraté, là. Faut pas l'utiliser. Autour de ces activités, c'est faire du pentest, des audits de code, faire de la compliance aussi, assister les gars de la Blue Team à faire des investigations sur des incidents de sécurité, faire un peu de threat hunting, jouer avec Nessus pour faire des scans de vulnérabilité, etc. Donc voilà, aujourd'hui, c'est la définition qu'on a, c'est que la mienne, je la partage qu'avec moi-même. Pour ça, on a créé un outil qui s'appelle Patrol, qui va faire de l'automatisation et l'orchestration de scans de sécurité. L'idée, c'est d'avoir une vue en continu et multicouche de notre système d'information qui s'est exposé depuis Internet ou depuis nos partenaires ou les réseaux internes. L'idée, c'est une plateforme qui va pouvoir piloter des scans de sécurité. Donc, on va définir nos assets, nos politiques de scan. Les scans vont être réalisés, on va récupérer des findings, on va les traiter, les collecter, les analyser et les gérer dans le temps. Et un finding, c'est soit une vulnérabilité, une caractéristique de nos assets ou des comportements potentiellement douteux autour de nos assets. Une asset, c'est une IP, un domaine, une URL, un mot-clé, un VIP, un mail, etc. Donc voilà. Je suis allé un peu plus loin. Pourquoi on a fait un outil comme ça? Parce que ça nous servait et on y voyait un intérêt. Ça fait 4 ans que je suis là-bas et déjà j'ai pu voir énormément de changements sur au niveau des assets qu'on doit gérer, la manière dont on les gère et la pression extérieure qui est de plus en plus présente. Il y a 2 gros facteurs qu'on doit prendre en compte, c'est tout ce qui est accélération et diversification des assets. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'assets exposés auprès de nos partenaires et auprès d'Internet. Donc, il y a eu beaucoup de programmes de transformation digitale, comprendre beaucoup d'applications exposées, et donc beaucoup plus d'ouverture à des hostilités. On voit aussi des grands changements dans le software delivery process. Il y a quelques années, on faisait entre 3 et 4 mises en production sur des grosses applications. Aujourd'hui, avec du Docker, l'Agile, etc., c'est plusieurs mises en prod par jour. Donc, c'est plusieurs changements d'application. Le périmètre change tout le temps. Et avec ça, on a de plus en plus de frameworks, de technologies à gérer, et tout ça mis à jour. Ça rappelle un peu le talk qu'a fait Anastasia hier, où il y a toujours plein de combinaisons, et il y en a de plus en plus. Enfin, pour la crypto. Nous, c'est ça. Et les attaquants sont toujours plus présents. Je pense qu'ils font un super job. La preuve, il y en a de plus en plus. Donc ils sont de plus en plus présents, et donc nous, on a de plus en plus de travail forcément pour détecter, pour essayer de détecter, d'anticiper les menaces.
En même temps, on a, enfin, on a de plus en plus de mal aussi à recruter. Enfin, on a un énorme challenge, c'est de trouver des personnes compétentes. On a trouvé des personnes, des compétentes, motivées et les garder. Donc c'est vraiment beaucoup de critères qu'on doit prendre en compte et pour les garder, faut les rester, faut entretenir une motivation, un intérêt pour le travail et on va pas le cacher, il y a tout un tas de tâches qui sont des tâches à faible valeur ajoutée qui sont répétitives. Et ça tue un peu le boulot. Mais bon, ça fait partie un peu de la partie. À la fin de la journée, c'est de plus en plus difficile pour nous de comprendre quel est notre niveau de cyberexposition, d'avoir une vue en temps réel, d'avoir une vue complète et multicouche de notre système d'information. On fait des pentests évidemment, mais c'est une fois tous les 3 ans ou une fois tous les ans en fonction de la criticité ou l'exposition sur Internet. Ça reste assez limité pour tout un tas de raisons. Mon job, comme je l'ai dit, c'est de trouver des vulnérabilités avant que les attaquants les identifient et les exploitent sur notre SI, et aussi d'identifier des indicateurs de compromission sur des attaques qui se sont passées, qui sont en train de se passer ou qui pourraient se passer. Comment on fait ? Comme tout le monde, hein. On regarde nos assets déjà, qui sont toujours en train de bouger. Nos assets, on doit regarder nos applications, nos systèmes, nos réseaux, tout ce qui est exposé, nos domaines, nos sous-domaines. On a forcément des caisses, ça change tout le temps et beaucoup de shadow IT qu'on doit aussi gérer. On a tous les mêmes problématiques. On doit gérer aussi on a pas mal d'informations aussi sur les vulnérabilités, sur les techniques de détection et d'exploitation. Il y a des CVE, des CVSS, tout un tas de vulnérabilités qui pop tous les jours. Et le truc c'est que c'est pas toujours bien structuré. On n'a pas une information unique, un oracle, on dit quelles sont les vulnérabilités sur cette application. Ça serait trop simple. Donc pour une CVE, il y a des informations, on dit oui, il y a un exploit public, on a des infos sur Nessus, il va le dire, ou alors sur ExploitDB, on va avoir des infos sur PacketStorm, et parfois il faut regarder un peu sur GitHub ou des Reddit ou des canaux privés pour voir s'il y a des vulnérabilités. Et c'est pas toujours bien, ou alors des talks où un mec qui a fait un blog c'est quasiment pas référencé et c'est la vulnérabilité qui nous intéresse. Donc on doit faire tout un tas de recherches comme ça. On s'aperçoit aussi qu'on doit pas surveiller que nos assets. On doit aussi regarder les assets de nos attaquants et de voir comment voir si certains de nos données se fuitent à droite à gauche et voir comment les tiers voient notre niveau de sécurité. Tout ça, on a on doit gérer tout ce qui est la fenêtre d'exposition, pardon. La fenêtre d'exposition, c'est relatif à notre réactivité. On doit être de plus en plus réactif dans notre job pour pas se faire bouffer. Et alors on est un système bancaire, mais c'est pas pour autant que c'est pour ça qu'on se fait attaquer. Non, la principale raison, c'est parce qu'on est sur Internet et parce qu'on est connecté au réseau et on est une cible potentielle. Donc c'est constamment, comme tout le monde, scanner pour voir s'il y a la moindre vulnérabilité qui arrive. À ce point de la présentation, normalement, vous dites, le gars, ouais, c'est bien, il râle tout le temps. Bon, c'est vrai, mais en même temps, je suis français et je vais pas insulter des années de travail forcené de mes aïeux pour vous dire le contraire. Alors c'est vrai, mais en fait c'est ça qui rend le job hyper passionnant, mais c'est très 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 large. C'est très 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 large et ça change tout le temps. Et c'est un peu sur ces deux critères qu'on pense qu'on doit, en tout cas de notre côté, changer un peu notre manière de faire. Donc les concepts sur lesquels on voulait travailler, c'était la partie automatisation et orchestration. Déjà, est-ce que vous voyez une différence entre ces deux concepts ? Pour ceux qui hochent la tête, c'est quoi la différence ? Ah, vous la voyez, vous la voyez ? L'automation automatise des process. On va faire des tâches répétitives, l'orchestration, c'est plus Alors j'ai un
j'ai un discours un peu parallèle, mais qui rejoint ça. Pour moi, l'automatisation, c'est une simple tâche qu'on va faire de manière répétitive, et l'orchestration, c'est la coordination de ces tâches répétitives. En fait, on n'est pas les seuls, enfin c'est pas un concept hyper novateur, hein, c'est que juste les gens le font depuis des années, mais surtout les attaquants. Les attaquants sont plutôt même super bons sur cette activité, sur la partie automatisation. Pour la petite histoire, Patrol, c'est un outil où on va voir, c'est en Python, etc. J'ai voulu en faire une version SaaS. Pour ça, j'ai mis un Kubernetes, un cluster Kubernetes, j'ai installé avec la conf par défaut sur une instance AWS. Et donc, au bout de 24 heures, il y avait un cryptomineur qui était installé sur mon cluster. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que je suis pas c'est pas que je suis un mauvais DevOps, c'est pas la question. La question, c'est que il y a bien un type ou en tout cas plusieurs organisations qui scannent Internet avec une seule vulnérabilité en disant est-ce que le port 10.250 est ouvert et avec tel fingerprint. Et ensuite, dès qu'il est ouvert, il y a toute la machine qui se met en branle et qui va tout de suite m'envoyer la payload, démarrer le cryptomineur et c'est plié. Là, tout ça, c'est de manière automatique. Donc, on est pas ces vulnérabilités-là, on a fait un peu des études assez basiques aussi avec les autres gars du CERT et on se voit qu'une CVSS qui est entre 7 et 10, dès qu'on a un exploit public, on peut s'attendre dans les 24 heures à être sollicité. C'est systématique. Donc, les attaquants le font. Pourquoi pas nous? Pourquoi automatiser? Quelques arguments qui nous sont fait penser que ça avait un intérêt. Le premier intérêt, c'est de pouvoir faire plus de contrôle, de pouvoir traiter un périmètre plus large, donc faire des petits scans, faire des scans de sécurité sur un périmètre potentiellement plus large, aller plus en profondeur, le faire plus souvent pour pouvoir réduire la fenêtre d'exposition. En tout cas, le moment où on va le délai de découverte d'une nouvelle vulnérabilité et éventuellement le délai de fixe. Le faire de manière plus efficiente, c'est-à-dire que avec les mêmes ressources people, vu qu'on a un gros problème RH, on peut pas avoir plus de personnes. Donc l'idée c'était de dire on va essayer d'automatiser le plus de tâches à faible valeur ajoutée pour pouvoir se focaliser sur des incidents des incidents ou des choses bien plus intéressantes pour rester motivé, mais aussi pour pouvoir passer notre temps cerveau sur de l'analyse que sur des outils ou sur l'administratif. Et un système bancaire, compliance, et benchmark, etc. Donc on a tout un tas d'organismes de régulation et de règles statutaires et qui nous font qu'on a tout un tas de standards auxquels on doit répondre, et donc on doit fournir tout un tas de réponses et automatiser aussi ces scans. Ça nous permet de faciliter la production de ces reports. Là, vous dites, c'est génial. C'est quand même un truc exceptionnel. C'est là, il est en train de nous vendre un truc où moi j'ai plus rien à faire et tout ce qui est intéressant, oui, je vais faire des trucs intéressants, mais potentiellement je vais pouvoir jouer, etc. En fait, oui et non. Il y a tout un tas de limites à cette activité. Et là, je reviens vers vous. Vous voyez quoi comme limite évidente? C'est quoi les limites qu'on retrouve à tout ce qui est automatisé, avoir tout un tas de scans, avoir des scans en masse? Comment? Ouais. Faux positifs, exactement. Faut les traiter, ouais, faut les contextualiser. Ouais, alors c'est pas de la magie noire non plus. Ah, tu peux créer des tickets automatiquement, ouais, c'est sûr, en fonction des règles que t'as définies. Après, ça s'assure pas que c'est fixé.
Alors j'en vois plusieurs déjà des limites. Le fait d'avoir plusieurs de scans, ça remonte le nombre d'alertes à gérer, que ça soit des faux positifs ou non, mais il y a tout un tas d'alertes en plus à gérer. Tout un tas de faux positifs. Des scans, c'est tout ce qui est automatique, et automatique, c'est complètement inefficace pour trouver des vulnérabilités fonctionnelles. On est sur un site bancaire, quand on fait un pentest basique d'une opération d'un site de e-commerce, typiquement, on va essayer de prendre un article, de le mettre dans le panier, et au moment du paiement, on met le prix à 0 ou à -1, etc. Et ça, en fait, manuellement, c'est possible, mais automatiquement, c'est très 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 compliqué de mettre en place quelque chose. En tout cas, ça va vous prendre énormément de temps, et là, on n'a pas le gain escompté. Problème de qualification, contextualisation, et vu que c'est un outil, il faut quand même le gérer, ça prend du temps, des ressources, etc. Et ça reste un outil sans stratégie. Ça sert, c'est juste de l'argent foutu en l'air et du temps, du temps passé pour rien. Mais bon, on a fait un peu l'équilibre entre les deux, la balance, et on s'est dit, il y a plus d'avantages à le faire qu'à ne pas le faire. Et puis on va tester quand même, parce qu'on a un peu de temps. L'idée qu'on a derrière, c'était de profiter de tout ce qui est automatisation, orchestration. On a fait aussi le choix de ne pas faire des outils, allez hop. On a pris le parti de ne pas forcément faire des outils. Alors, on en a quand même fait, mais c'était vraiment l'utilisation d'autres outils. Mais il y a déjà tout un tas d'outils qui existent, qui font bien leur job dans leur partie. Tout ce qui est Nessus, Qualys pour le scan de vulnérabilité, c'est très bien, mais on peut pas utiliser ça pour couvrir tout le scope. Donc la partie, il y a un module web dans Nessus, mais il vaut pas du Arachne, du Burp et de la Qnetics. C'est pas exactement la même. C'est pas le même niveau d'efficacité. Donc l'idée c'était de trouver pour chaque couche des outils qui permettent de répondre le mieux possible à nos besoins. Donc soit des outils open source, soit des connecteurs vers des outils qui existent déjà. Alors Patrol, ça marche comment? Patrol, c'est une application, c'est 2 applications, qui est exclusivement écrit en Python. Le front est le manager est en Django. Donc il y a le manager c'est le front où vous allez pouvoir définir vos assets, les politiques de scan, les règles d'alerting que vous allez pouvoir faire. Donc un scan, c'est soit tout de suite, schedulé, ou de manière périodique pour automatiser tout ça. C'est accessible via UI et via REST API si vous voulez l'utiliser avec des scripts. Et ça parle avec des Patrol Engines. Les engines, c'est des micro-applications qui ne font que exécuter les scans, récupérer les findings, les formater dans un format de données qui est pivot, qui est le même pour tous les outils, et de le renvoyer dans le manager pour qu'il puisse injecter les informations. L'idée, typiquement, il y a une application, il y a une engine pour Nmap, pour VirusTotal, pour tout un tas de choses, et l'idée c'est de pouvoir avoir un format unique sur lequel on va pouvoir pivoter et faire des coupes sur les mêmes, même si c'est quelque part mélanger des choux et des carottes. Et pour nous ça nous permet de reconcentrer toutes les vulnérabilités, toutes les findings, les caractéristiques sur un asset ou des groupes d'assets. À nous de faire le tri aussi. Ça nous permet de scanner le réseau interne ou les assets qui sont exposés sur Internet. On va aussi contacter des services comme VT, ViralVoid ou tout un tas de sources d'informations externes. On a aussi des connecteurs où on envoie du ticketing sur on a aussi un outil qui s'appelle de gestion des incidents de sécurité qui s'appelle The Hive, sur lequel on va pouvoir lancer des alertes et ça va ouvrir directement une alerte et libre à l'analyse de créer des cases derrière. Et aussi déverser tout un tas d'informations dans le ciel. Aujourd'hui, voilà ce qu'on a développé, tout ce qui est disponible. Ça va être alors je vais pas forcément faire la liste, mais
le message que je veux vous dire, c'est qu'on on fait un outil, c'est plus un framework. Utiliser le même outil pour faire du Nmap ou alors des scans VT, c'est pas forcément ce qui serait utile, mais en tout cas c'est un outil qui qui vient tout packager, c'est Docker Ready, que ce soit pour le manager ou pour les engines, où vous avez directement les capacités de scan qui sont prêtes, et il n'y a plus qu'à les utiliser sur les use cases que vous voulez. Et on a plein d'autres idées, évidemment. Alors tout ça, c'est open source, que ça soit le manager ou les engines, tout est open source. Il faut, pour un truc assez simple, donc juste se connecter à VT, prendre les infos, etc. L'engine, on peut la faire en 2 jours. Maintenant, si on n'a jamais fait, on peut la faire en 4 jours. Un truc un peu plus complexe, faut compter entre 5 et 6 jours. On a aussi tout un tas de problématiques de scalabilité. Forcément, on va essayer de pouvoir gérer tout ça, de manière scalable, de pouvoir faire des tâches asynchrones, etc. Le choix qu'on a utilisé, c'est du très classique RabbitMQ avec Celeribit. Aujourd'hui aussi, on a un challenge à faire, sur lequel on doit répondre, c'est comment gérer des grandes quantités d'assets, donc scanner du /16 ou autre pour pouvoir récupérer le plus d'informations et de gérer tous ces assets et les groupes d'assets qu'on va pouvoir faire. Et quand on fait un Nmap sur un /16, c'est très long, donc il faut trouver des combines pour splitter un peu tous les assets pour que ça soit efficace. Alors là, j'ai quelques use cases qu'on va passer un peu rapidement, et ensuite je vous ferai, si vous voulez, une rapide démo de l'appli. En tout cas, c'est comme on l'utilise et comme on planifie de l'utiliser chez nous. La première chose, c'est d'automatiser tout ce qui est premières étapes de reconnaissance lors des pentests. Donc de rechercher les sous-domaines en utilisant soit en brute force, soit sublister pour récupérer tout un tas de sous-domaines qui pourraient être valides, récupérer les IP derrière, lister les ports ouverts, regarder les services, identifier les vulnérabilités derrière, faire un peu de conformité SSL et de lancer quelques scans web. Donc là, toutes ces opérations, finalement, nous maintenant, on clique sur un bouton et ça lance tous les scans. Et ça nous permet toutes ces scans qui permettraient de nous identifier des vulnérabilités. Et le premier scan, on regarde les vulnérabilités ou en tout cas les findings qui nous remontent. On voit qu'est-ce qui est intéressant et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et au prochain scan, on regarde juste la différence. Intégrer aussi, vu que il y a tout est accessible via API. On a aussi inséré le Patrol dans le pipeline CI/CD pour pouvoir faire de l'audit de code statique et l'audit de code dynamique. Ça nous permet de dire pour une application qui est en dev, quel est son niveau quel est le niveau de qualité sécurité du code quand il est en dev, en intégration et en prod. Un des autres use cases qui est plutôt utilisé, c'est essayer de récupérer, de surveiller les sous-domaines, en tout cas des attaques de phishing qui seraient en cours de préparation ou qui seraient déjà réalisées, en essayant d'identifier des sous-domaines. Donc là, il y a tout un tas d'outils qu'on connaît qui sont assez connus, qui nous permettent de faire déjà de la reconnaissance en essayant d'identifier les sous-domaines et qui existent. Donc on va essayer de récupérer des informations pour voir si ça ressemble à notre site ou pas, et aussi surveiller en continu tout ce qui vient de CertStream. Donc dès qu'on va essayer de générer, je suis un attaquant, je vais essayer de générer un certificat valide avec l'ExtEncrypt sur blackalps.ch, et faut le surveiller, faut avoir des
une surveillance en continu sur ce truc-là. Et donc, bah, ça nous permet d'implémenter tout ça avec un seul outil. Pardon. Un autre use case, c'est le dernier qu'on voit, c'est tout ce qui est fuite de données. Là, l'idée derrière, c'est de mettre des mots-clés, alors soit les forêts d'AD, soit des mots-clés sur des applications particulières, pour pouvoir voir si des DevOps ou ou d'autres personnes leak des scripts qui concernent nos systèmes. Enfin, des scripts, des logins, des mots de passe, etc. Et ça marche. Ouais. Data leak, tout ce qui est gestion de vulnérabilité, préparation d'APT, compliance, vulnerability assessment, préparation des pentests, ça remplace pas évidemment les pentests, mais en tout cas les premières étapes, ça permet de les normaliser et de les faire un peu plus vite. Et sur le pipeline. Aujourd'hui, ça coûte rien de faire de la sécurité, donc alors vous n'êtes pas forcément le bon public, mais c'est pour des RSSI ou des autres responsables c'est sécurité, bah c'est souvent en charge. C'est toujours un outil avec une licence très très chère qu'il faut pour commencer à faire de la sécurité. Là, en fait, on a des outils open source qui font déjà ça très bien. Et l'idée, c'est de pouvoir offrir quelque chose de tout packagé à la communauté pour qu'ils puissent commencer à l'utiliser. C'est open source, c'est en Python. Même moi, j'ai pu le coder, donc c'est clairement clairement customisable. Et donc on peut en faire un peu ce qu'on veut. Ça permet d'avoir une vue en continu et à 360. Alors ce qu'on appelle full stack, c'est de dire pour un asset ou un groupe d'assets, on est capable de dire que cette application A, en fait, c'est tel IP, tel domaine, tel nom, tel serveur, avec installé dessus tel système d'exploitation, tel middleware, base de données éventuellement, une application web au-dessus, etc. Et en fait, sur tous ces layers, on peut avoir une vue compilée du niveau de sécurité. Et donc le suivre dans le temps. Aujourd'hui, on travaille de plus en plus les intégrations, donc faire plus d'engine évidemment, et s'intégrer avec des autres outils open source comme ZIF Cortex qui font eux de la gestion des incidents de sécurité pour l'analyse, et Rudder pour tout ce qui est IT automation. On a fait une API qui permet d'accéder directement à nos services du manager ou de l'engine. On le débug. Parce que comme vous l'avez peut-être aperçu tout à l'heure, j'ai dit que j'étais pentester, je suis pas développeur, donc il y a des bugs, mais on sait où ils sont. Et donc on doit les retirer, on doit documenter, on doit aussi s'interfacer avec le framework MITRE-ATT&CK. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, ça. L'idée c'est de pouvoir automatiser tout un tas de micro-vecteurs, des vecteurs d'attaque pour pouvoir les lancer régulièrement sur les différents systèmes qu'on a dans notre institution, et de s'assurer que les alertes qui sont liées à ces vecteurs d'attaque sont bien levées au bon moment. Donc ça nous permet d'automatiser des bouts de scénario, mais aussi de nous assurer que les alertes qui sont définies derrière sont bien en place. Et en fait, c'est parce qu'on nous le demande, on n'a pas ça fait partie des engagements qu'on a avec d'autres partenaires. Et puis de créer une solution entreprise. Ça, c'est un autre sujet, mais tout ce qui est authentification. Aujourd'hui, le produit open source et restera open source, mais on a aussi le projet de faire une solution qui est en SaaS, mais aussi avec Authent AD, etc. Toutes les le classique pour un produit open source qui veut essayer de survivre. C'est un projet open source, donc toutes les contributions sont les bienvenues. Contribution, on entend, la première c'est tester. Si vous avez l'opportunité de le tester, même 5 minutes, en nous disant ouais, j'ai réussi à l'installer, ça marche, ou j'ai essayé de l'installer, ça marche pas, ça nous intéresse énormément parce qu'on doit s'améliorer là-dessus. Si ça vous intéresse de développer des nouvelles engines, on est aussi preneur pour faire des code reviews et vous aider là-dessus, etc. Tous les feedbacks sont toujours bons à prendre.
Voilà pour moi. Merci. Je peux vous faire voir rapidement à quoi ça ressemble. Tac. Si tous les dieux sont... Voilà, ça ressemble à ça. Alors, je sais pas trop ce que je fais. Voilà, vous allez définir vos assets ici. C'est tous les assets que vous avez définir. Une asset, ça peut être, comme je l'ai dit, une IP, un nom de domaine ou une URL. On peut aussi se connecter à des repos GitHub pour pouvoir les récupérer et faire des audits de code statique. Bon, pour l'instant, c'est juste du Retire.js et OWASP Dependency Checks, mais ça fait déjà tout un tas de choses. L'idée aussi, c'est de se connecter avec du SonarQube et du Quarks, enfin du Checkmarks pour avoir un peu plus d'informations. Pour chacune des... Alors ça, c'est un scan que j'ai lancé tout à l'heure. Donc ça s'est connecté à un repo GitHub. C'est d'une application qui était vulnérable. On a lancé tout un tas de scans. Là, on a la synthèse. Ça nous donne aussi un guide, si vous voulez. Après, ça se change. Enfin, la formule est forcément fausse par défaut, vu que c'est donner une lettre, une appréciation sur des... C'est objectiver quelque chose de subjectif. Et donc là, vous avez toutes les vulnérabilités qui ont été identifiées. On prend celle-là par exemple. Donc vous avez toutes les informations, un peu comme tous les scans de vulnérabilité. Vous allez avoir le titre, le findings, etc. Si vous pensez que c'est pas si important que ça, hop, mettez en info, etc. Là, vous avez tous les findings qui ont été identifiés. Vous pouvez aussi comparer entre, les deux findings. Je vais essayer de reprendre l'asset. Tac. Je vais repartir au scan. Là, c'est tous les scans que vous avez lancés. Les définitions de scan. Donc là, si je veux le relancer, j'ai juste à le relancer comme ça. Hop. Donc là, ça va se connecter au repo GitHub, ça l'embarque et ça fait les tests. En bas à droite, vous avez l'état des engines et voir si le scan est toujours en cours. Hop, le scan est fini. Et donc là, vous avez le même nombre de vulnérabilités et on voit qu'il y a plus 0, c'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé d'autres vulnérabilités entre les deux scans. On peut les comparer pour voir quelles sont les différences entre les deux. Et s'il y avait eu une différence, typiquement ceux-là, ils se ressemblent énormément. Hop là. En fait, la différence entre ces deux findings, c'est que celui-là, c'est le minifié, et celui-là, c'est le normal. Voilà, c'est pas une vraie différence. Ça, c'est toutes les engines qui sont connectées. Alors, on a des engines, une sur Arachne, Nmap, SSL-Lab, etc. Mais on pourrait très bien avoir une engine Nmap qui est sur le réseau interne, l'autre qui est sur le réseau d'administration, l'autre qui est sur Internet, etc. Et comme ça, quand on lance un scan, on sait sur quel point d'ancrage on va lancer ces scans, et ça nous permet de contextualiser un peu mieux la vulnérabilité. Voilà, en quelques clics, à quoi ça ressemble Patrol. Ok, merci beaucoup Nicolas. Merci. Quelques questions? On a le temps, hein? Oui. Est-ce que c'est possible d'importer des rapports manuellement? Alors aujourd'hui, tout est accessible via API. Donc dans tous les cas, tu pourras créer tes assets, créer des findings et des scans à la volée. Aujourd'hui, ce qu'on supporte, c'est uniquement les JSON, donc des rapports formatés au format stick ou sur les notes, ou alors Nessus. Alors aujourd'hui, on a fait l'effort que sur ça parce que c'est des choses qu'on utilise en priorité, mais sinon toute la mécanique de parsing peut être réimplémentée à la demande. J'ai une deuxième question un peu dans le même. J'étais intéressé parce que moi je reçois des rapports Burp, Nessus, puis d'autres outils, puis je dois agréger tout ça.
comment vous avez fait, vu que chaque outil a un peu des clés différentes, vous avez dû passer du temps, et puis c'est quoi la bonne formule pour, on va dire, correctement agréger ces données d'outils différents? Alors, faut voir aussi comment on l'utilise. Nous, on l'utilise pour faire un cockpit, pour lancer les scans et récupérer les résultats. Il y a d'autres cas d'usage où on ne lance pas les scans, on ne fait que agréger des rapports, là où des Fake Dojo et Faraday sont aussi des très bons outils pour faire ce parsing et l'intégration. Et en fait, on n'est pas parti sur ces solutions qui, je pense, répondent un peu mieux à ce cas d'usage. Vous pouvez répéter les noms? Des Fake Dojo et Faraday. Deux outils open source, il y en a peut-être d'autres que je connais, enfin que j'ai oublié, mais en tout cas, bah soit on peut dans cette optique-là, soit on fait les connecteurs pour refaire le parsing de report. Donc là, c'est passer un petit peu de temps. Après, tout est déjà public et ça a déjà été fait dans N modules, N langages, donc ça a juste un peu de temps à passer. Et en fait, récupérer des findings de Burp, Nessus, etc., on pourra très bien les agréger et les remettre sur un asset ou un groupe d'assets. Enfin, tout est fait automatiquement, vu que tous les findings qui viennent de droite ou de gauche ont le même format, et ben ça nous permet de faire des vues, enfin de faciliter la gestion des vues sur ces vulnérabilités. Merci. Voilà. Une autre question? Pas d'autres questions? Bon, eh bien, encore une fois, merci. Et Merci. c'est le break.